Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet Kickstarter. On parle de Ibris avec le Cosmos désordonné. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une ludothèque assez bien garnie de gros jeux costauds et rarement je suis intimidé par une boîte de jeux. Ça a été le cas avec celle-ci. Je viens de la recevoir, je suis plongé dedans au courant du week-end et je tenais à vous le mettre en ligne rapidement pour vous le présenter lors de la campagne qui est présentement en cours. Alors sans plus tarder, on regarde ça ensemble avec Ibris. C'est parti! Alors qu'est-ce que Ibris avec son fameux Cosmos désordonné? C'est un jeu de la compagnie Aurora Game Studio, une compagnie essentiellement de jeux vidéo qui en est à son premier jeu de plateau, mais pas le moindre. C'est grandiose comme prototype, sachez que ça c'est le prototype et j'en ai rarement vu des aussi bien peaufinés, bien complets et aussi gros. C'est un jeu du concepteur Damien Chauveau qui m'a fait parvenir le prototype, donc c'est Etugame qui en a fait une présentation des règles. Il me l'a passé, donc je suis allé chercher chez Raphaël et il m'a permis donc de passer à travers ce week-end en lisant le livre de règles, assez costaud, mais très bien aéré, très bien expliqué, pas beaucoup de questions un coup, tout ça lu. Mais il y a du costaud, il y a énormément de matériel. Comme vous voyez ici, c'est un jeu à grand déploiement. On va passer rapidement à travers les différentes règles, mais je veux surtout m'attarder en ce qui fait la différence du jeu, puis ça pourquoi c'est ou pas un bon jeu. Alors, on va attaquer ça de front avec le matériel proprement dit. Donc, on a ici le plateau central qui est le monde des mortels, donc la Terre si on veut. Ensuite, se greffent autour de ça les différents autres plateaux. On a au total de 7 plateaux de jeu. Donc, c'est les différents emplacements que les dieux vont pouvoir interagir. Donc, on a ici les enfers, le Colisée, l'Olympe. On a la forge, on a ici le moire et l'oracle. Donc, différents emplacements qu'on va pouvoir se promener dans les différents mondes. On a un plateau de joueurs. Les plateaux de joueurs sont vraiment magnifiques. Donc, on a ici Zeus, on a ici Athéna. Et on a ici Hadès. J'y ai fait la mise en place ici avec Poséidon. Donc, on va avoir chacun notre propre plateau de joueurs qui est très asymétrique d'un à l'autre. C'est vraiment très différent. Ça, c'est bien pour la rejouabilité. Dans notre remplacement, on va avoir des tuiles qui sont ici nos tuiles d'amélioration. C'est un des buts de la partie. On va essayer d'améliorer notre personnage. Et si on réussit à faire les 6 améliorations, ça met immédiatement fin à la partie. La personne qui a réussi donc aura remporté la victoire. Sinon, ça va jouer au point. Tout ça à l'intérieur de 6 âges, donc 6 tours de jeu. À ce moment-là, on va avoir une piste de pointage et celui qui aura le plus grand prestige pourra remporter la partie. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Un joueur, puisqu'il y a possibilité d'y aller avec un mode coopératif et solo. Malheureusement, c'est pas encore disponible. J'ai communiqué avec Damien, avoir un peu plus d'informations. C'est en peaufinement, ça va sortir lors des stretch goals, lors de la campagne. Dès que j'ai plus d'informations, je vais essayer de vous revenir avec ce mode-ci parce que je pense que ça va être une question qui va me revenir assez souvent. Je commence à vous connaître et moi c'est quelque chose qui m'intéresse également, donc bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de la campagne là-dessus. Si on regarde au niveau des mécaniques de jeu, c'est un jeu de placement d'ouvriers à la base. Donc, mais avec plusieurs subtilités. On a également une belle chaîne d'action. On a l'amélioration des personnages. C'est un jeu de gestion de main de cartes également. Il y a tout de même passablement d'interaction entre les joueurs, ne serait-ce que pour se disputer les principales places de jeu. Et par-dessus ça s'ajoute une programmation d'action puisqu'on va devoir dès le début du tour décider où est-ce qu'on va se rendre sur le plateau et subir les conséquences dépendamment de l'ordre de jeu. Donc, très belle trouvaille dans différents aspects du jeu. C'est ce qui va peut-être se démarquer par rapport aux autres. Alors, si on regarde peut-être les grands points forts du jeu, donc on a ici l'axe, la piste des âges qui va nous donner les différents tours de jeu. Mais à chacun des tours, donc 2, 4 et 6, on va avoir ici ce qu'on appelle un primordial, une espèce d'entité qui va venir sortir des enfers et qui va venir attaquer tous les joueurs.
tous les joueurs, sauf ceux qui vont aller voir l'oracle et vont faire un présage. Donc, ils vont être capables d'envoyer un fidèle pour faire un présage, essayer de voir qui s'en vient et à ce moment-là, pouvoir se prémunir de l'attaque de la fameuse créature en question. Au début du tour, pour la mise en place, on a 3 cartes de chacun des différences primordiales qu'on aura. Donc, on va simplement en choisir un au hasard. Ça, c'est bon parce qu'on va avoir une belle rejouabilité là-dessus. Ça ne sera jamais la même combinaison de cartes qu'on aura lorsqu'on fera notre mise en place. On a également une piste des grandeurs. Ça, c'est assez intéressant également. En début de partie, c'est toujours positionné selon l'ordre de prestige des fameux dieux en partant. Zeus, Poséidon, Athéna et Hadès, notre dieu de l'enfer qui finit la marche. Tout ça, ça va se déplacer en cours de partie. Si on gagne de la grandeur, on va tout simplement monter en puissance et on va descendre notre adversaire comme ça. Donc, ça va être l'ordre de priorité pour aller sélectionner nos cartes de début de partie. On y revient, ça aussi c'est intéressant. Et si je suis déjà au maximum et j'essaie d'augmenter, je vais tout simplement faire un point de victoire. À l'inverse, si je suis dernier et je suis supposé descendre, à ce moment-là, on perd un point de victoire. Ça, c'est un peu plus dramatique. Donc, on parle de point de grandeur ici parce qu'on va tous avoir un dieu qu'on va gérer. Donc, dans le cas présent, ici, j'ai Poséidon. Donc, c'est ma figurine de Poséidon. On a un dieu qui, lui, va avoir certains privilèges. Il n'aura pas besoin de dépenser de ressources pour se déplacer. Il va pouvoir aller dans n'importe quel lieu sans avoir à le choisir d'avance. Et il va pouvoir interagir avec les cartes qu'on appelle ici les piliers divins. Donc, selon l'ordre de sélection ici, donc le premier joueur dans le cas présent pour le premier tour, c'est Zeus. À ce moment-là, Zeus va pouvoir aller choisir parmi les 6 cartes présentes. Et sachant qu'il y a 6 cartes, on est 4, c'est de 1 à 4 joueurs, donc c'est pas forcément l'ordre de tour qui va se déterminer de cette façon-ci. Donc, sachant que plus la carte est élevée, puis plus ça va jouer en dernier, mais plus les privilèges de la carte sont intéressants. Donc, chaque carte, ici j'ai endoctrinement, c'est une action, et lorsque je vais jouer mon dieu, parce qu'on va pouvoir jouer nos dieux, mais également nos autres personnages, et lorsque ce sera le dieu que j'aurai sélectionné, on va activer la carte, soit au début, soit à la fin de notre tour, mais durant le tour du fameux dieu en question. Et là, je vais avoir une action qui va me donner un bonus à moi, donc ça me permet ici de gagner soit directement un combattant ou directement un prophète, qui sont nos différents ouvriers, et également de gagner un lieu, on y reviendra. Et on a également une action en dessous qui va affecter tous les autres participants à la partie. Donc les autres joueurs, eux, vont gagner 2 privilèges. Donc on a quand même une belle interaction entre les joueurs à ce niveau-ci. Donc l'avantage de pouvoir jouer premier, on va sélectionner la carte en premier, mais ça ne veut pas dire qu'on va être premier joueur. Ça va dépendre de ce qu'on va vouloir réaliser en cours de partie. Donc on va se prendre chacun une carte comme ça qu'on va mettre de côté et qu'on activera lorsqu'on jouera notre fameux dieu en question. On dit qu'on a un dieu, c'est un des personnages qu'on va pouvoir jouer, mais en début de partie, on va avoir également un prophète et également un combattant. Ces deux, c'est un placement d'ouvriers, donc on va pouvoir positionner ces différents personnages-là sur le plateau. Il y a certains endroits qui sont privilégiés, donc pour aller ici faire un combat à l'arène, on voit ici que les prophètes ne sont pas admis, donc on ne pourra pas se rendre là avec notre prophète, ça va prendre un combattant. À l'inverse, il y a des places qui peuvent être plus bénéfiques, donc aller visiter l'oracle, peut-être que le prophète va avoir certains privilèges, donc il va avoir une belle combinaison comme ça d'actions à penser lorsqu'on va faire nos actions. On voit que sur notre plateau de joueurs, dans les fameuses améliorations qu'on a, on a des différents autres personnages qui sont présents, donc des prophètes et des combattants qui sont possibles de débloquer. Pour ça, il va falloir utiliser des actions pour aller débloquer ces fameux jetons-ci. Donc, on appelle ça ici des étincelles. Lorsqu'on va les récupérer, on va aller la mettre sur notre piste d'étincelles en bas de notre plateau. Et ça va nous donner des bonus instantanés à ce moment-là. Et on va toujours suivre les flèches de gauche à droite. Et donc, pour enlever le personnage, il faut que je réussisse à enlever ce jeton-ci. Après ça, je vais pouvoir enlever mon prophète que je vais récupérer. Ça va me donner une action supplémentaire. Ça, c'est bien, mais à condition d'être capable de les payer, parce qu'on vous a dit que le dieu pouvait se déplacer sur le plateau gratuitement, mais pour ce qui est de tous les autres personnages, on va devoir utiliser ici des fameux cristaux qui sont des agis en grec ou des égides.
En français, c'est un peu l'aura ou le bouclier de protection des fameux dieux en question. Donc, on va utiliser ces pierres précieuses-là pour activer, déplacer nos personnages. Donc, à chaque fois qu'on va déplacer un prophète ou un combattant sur un emplacement, ça va coûter donc un fameux cristaux comme ça. À ce moment-là, il va falloir les générer pour pouvoir être capable d'en déplacer. Donc, c'est pas parce qu'on va débloquer des personnages qu'on va pouvoir les utiliser, mais ça va nous donner des possibilités d'action supplémentaires. Et l'aspect intéressant du jeu, vraiment intéressant, c'est qu'on a également des jetons ici avec tous les emplacements possibles du plateau. Donc, on va pouvoir, au début de notre tour, faire une programmation d'action. Donc, secrètement, on va prendre nos personnages, on va lui attribuer un emplacement. Donc, dans le cas présent ici, c'est le Colisée. Je vais le mettre face cachée, je vais mettre mon personnage dessus et ça sera l'action que je vais pouvoir aller faire avec ce personnage-ci. Les autres vont faire de même. Donc, on va avoir une planification d'action. Lorsqu'on ça sera notre tour à jouer selon l'ordre des piliers, on va activer un de nos personnages à notre choix. Donc, ça peut être notre combattant, notre prophète ou notre dieu, dans l'ordre qu'on veut. Mais lorsqu'on va utiliser un combattant, on va révéler à ce moment-là l'emplacement, le Colisée. Je vais devoir aller au Colisée avec mon personnage, tout ça en dépensant bien sûr un cristaux. Et à ce moment-là, on va le déplacer sur un des emplacements de disponibles. Donc, on voit ici que dans le Colisée, j'ai 3 emplacements de disponibles. Ici, ça me permet d'aller faire instantanément un point de victoire. Ici, il va me permettre d'aller récupérer de la réserve un cristal. Et ici, il va me permettre d'aller piocher une carte, puisqu'on a chacun des cartes, un paquet de cartes qui va représenter notre personnage. En début de partie, on va en avoir une qu'on va avoir sélectionnée. Donc, c'est nos cartes de conflit. C'est avec ça qu'on va se combattre, qu'on va se défendre. À ce moment-là, lorsque j'ai ce symbole-ci, je peux aller me récupérer une carte supplémentaire que je vais mettre dans ma main. Ça va me permettre de gérer mes conflits, puisque là, j'arrive au Colisée. Je pourrais, lorsque j'arrive au Colisée, utiliser, donc j'ai décidé d'aller ici, j'ai pris une carte, c'est ma position que j'ai fait. À ce moment-là, on voit ici que je peux y aller seulement avec des combattants. À ce moment-là, j'ai également le choix de faire les actions qui sont ici au Colisée, soit m'entraîner ou soit combattre. M'entraîner, ce que ça dit, c'est que je vais piocher une carte ici du paquet que je vais additionner à ma main. Donc, je vais renforcer mon deck de combat. Ou combattre, je peux aller combattre un des personnages qui est ici. À ce moment-là, on va dans l'arène, on va utiliser la carte ici pour combattre le personnage. Et si je réussis à le combattre, à le mettre à terre, c'est un nouveau personnage que je vais également récupérer pour moi. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, on va renforcer notre armée de cette façon-ci. Mais en début, comme ça, c'est peu probable que j'aie suffisamment de force pour pouvoir combattre. Donc, j'ai même Achille qui est présent. Ceux qui se rappellent notre fameux duel Achille contre Hector. Donc, ce serait peut-être un personnage que je viserais à aller chercher, mais probablement le plus difficile. Sachant également qu'on a ici une malus, puisqu'on a seulement 3 emplacements présentement au Colisée. Et si j'arrive pour aller me déplacer vers le Colisée, parce que j'ai fait ma programmation d'action, et donc c'est prévu que ce personnage-là se rende au Colisée et que j'ai pas d'emplacement disponible, à ce moment-là, je vais avoir le malus qui est ici. Je vais perdre un cristal de ma réserve et chacun des emplacements ont ce type de particularité-là. Donc c'est assez intéressant. On doit quand même regarder ce que nos adversaires vont faire, puisque on va pouvoir le programmer parce que lorsqu'on va utiliser les fameux jetons d'emplacement, on va les mettre dans un secteur de notre plateau qui s'appelle les emplacements utilisés. Et là, je ne pourrai pas le tour suivant récupérer ce jeton-ci, ça va me prendre un tour supplémentaire. À la fin de mon tour, il va aller dans la section ici qui va permettre d'aller le récupérer au prochain tour. Donc, je vais pouvoir penser qu'est-ce que les autres adversaires ont fait par rapport aux jetons qui ont utilisé le tour précédent, sachant qu'ils ne pourront pas le refaire, à l'exception du monde des mortels où on a 2 jetons. Mais sinon, pour l'ensemble des autres mondes, c'est pas, on peut le planifier de cette façon-ci, donc c'est assez intéressant. Il y a par contre des personnages des dieux qui vont être capables d'aller récupérer des jetons, c'est des privilèges. Comme je l'ai dit, tout est asymétrique et chacun des personnages, donc Poséidon ici est fort en combat, mais il est faible en défense. Alors on a des formules asymétriques à ce niveau-ci qui sont assez intéressantes également. On a fait le tour ici du Colisée. Les enfers ici, puisque si je combats puis je réussis à combattre un personnage dans l'arène, je le récupère. Mais par contre, si je perds, ben mon combattant va être défait, il va succomber au combat. Il va aller aux enfers. À ce moment-là, je vais devoir essayer de me rendre à cet endroit-là. On voit ici que j'ai pas de contrainte, donc je peux très bien y aller avec mon prophète si j'avais sélectionné donc le jeton des enfers.
À ce moment-là, lors de mon tour, on va alterner entre chacun des personnages. Donc, je vais jouer un personnage, mon adversaire va en jouer un, et ainsi de suite. Lorsque c'est à mon tour, donc je vais pouvoir me rendre ici. Encore là, je peux récupérer une carte. Ici, je peux monter sur une de mes pistes. C'est la piste de bonté. Puisque la bonté, c'est on va essayer d'aller rendre des technologies aux humains, donc aux mortels qui sont ici. On va éventuellement arriver à l'atelier pour pouvoir les construire et aller les déployer sur les différentes villes du monde. Et si on fait ça, on va avoir un certain nombre de bonus par rapport à notre échelle de bonté. Donc plus on va être élevé là-dessus et plus on va avoir de bonus lorsqu'on fera un déploiement de technologie. Il y a beaucoup d'enchaînements d'actions. C'est une des particularités du jeu, mais c'est ce qui fait c'est assez complexe pour qu'à chaque fois, on ne fera jamais deux parties pareilles. On peut prendre différents axes vers la victoire. Je pense que ça, c'est un gros plus. À ce moment-là, donc, je pourrais tout simplement donc, dire ici, je m'en vais et je vais monter mon jeton ici de 1 sur la piste de bonté. On y reviendra lorsqu'on l'utilisera. À ce moment-là, je peux faire deux actions qui sont ici. Je peux aller drainer. Donc ici, on voit que j'ai Chronos, qui est un personnage qui commence là, donc qui est déchu. C'est un des primordiales. Lorsque celui-ci arrivera à l'âge 2, il viendra le remplacer et à ce moment-là, on va pouvoir drainer. Drainer, c'est la quantité ici des fameux cristaux qu'on a, donc des égides qu'on pourra récupérer. Donc si je m'en vais ici, je vais récupérer 3 de la réserve que je vais mettre dans mon secteur ici. Là, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que je déplace un personnage, il faut que je me défausse d'un fameux cristaux comme ça, qu'on va voir que ça va être une ressource qui va être quand même assez convoitée en cours de partie. Mais dans le cas présent, ici, je peux utiliser l'action de ressusciter. Alors à ce moment-là, je vais récupérer mon personnage que je vais ramener dans ma zone de combat. Je vais pouvoir le réutiliser, mais seulement au tour prochain. On a ici les moires, qui est un secteur assez intéressant. C'est probablement là-dessus que le solo et le coop vont être basés. Ça, c'est mon avis à moi, mais j'attends de voir. On a différentes quêtes ici qui vont apparaître. On voit qu'on ne peut pas y aller avec un prophète, donc ça prend soit le dieu ou soit notre combattant pour y aller. On a un secteur ici en rond, ça indique que plusieurs personnes peuvent se pointer ici. Et si on va ici, on peut récupérer 2 cartes. 2 cartes, ça va être intéressant parce que pour faire les quêtes, c'est des combats. Donc, il y a 2 types de quêtes. On a des sagas qui vont se dérouler en plusieurs étapes. Donc, 1, 2, 3, 4 pour celle-ci. Donc, c'est une série d'épreuves qu'on va devoir faire pour pouvoir réaliser. À chacune des épreuves, on va avoir une récompense qui est marquée ici. Mais si on réussit à faire la carte au complet, on a la récompense au total. Intéressant au niveau des sagas, c'est qu'on peut... Un joueur peut en commencer une partie et l'autre joueur peut la finir. C'est pas nécessairement la seule et même personne qui doit la faire de A à Z. Et au niveau des combats ici, c'est des affrontements. Donc on voit ici dompter le Cerbère. On se rappelle de lui. Donc il y a une force de 5. En plus, il va piocher une carte et on va devoir, pour compléter la phase pour dompter le Cerbère, soit défausser une carte ou soit dévoiler un des symboles. On va se servir de cet exemple-ci pour faire un premier combat. Alors, si jamais j'envoie mon personnage, donc au début, mon combattant, si j'ai décidé de l'envoyer ici, je peux me récupérer 2 cartes que je mets dans ma main. Alors, on voit ici que j'ai 4 cartes en main, donc c'est quand même bien. On voit que le Cerbère en question, il y a 5 d'attaque, qui est le symbole ici, et ça dit qu'on va piocher une carte et on va regarder le symbole. Donc, piocher une carte, c'est tout le temps du deck qui est ici. Sachez que présentement, les illustrations ne seront pas complétées. Ça va être éventuellement complété lors de la campagne. On regarde ici le symbole, parce que c'est ce que ça dit. Et ici, ça dit qu'on va avoir une carte. Donc, j'aurai la bonification, mais ici, c'est 0. Alors, c'est tout simplement 5 plus 0, puisque la carte est 0. Mais par contre, puisque j'ai le feu ici, ça rajoute 1. Donc, j'ai quand même 6 de total pour mon fameux Cerbère. Moi, ici, j'ai une piste qui est très intéressante. C'est ma piste de détermination. Et ça dit le nombre de cartes que je peux jouer. Pas exactement le nombre de cartes, mais plutôt le point de détermination de mes cartes. Donc, dans le cas présent, c'est tous des 1. Mais j'ai des cartes qui vont avoir des valeurs différentes. Donc, si on va ici de côté avancé, j'ai des cartes qui ont une valeur de 2. J'ai des cartes qui ont une valeur de 0. J'ai probablement des cartes qui ont de valeur supérieure également. Donc, plus ma valeur de détermination sera grande et plus je pourrai jouer de cartes. Là, j'ai 6 à battre pour affronter mon fameux Cerbère. Donc, je pourrais décider d'y aller avec ici mon char marin, c'est Poséidon. Donc, on commence avec 2. Ça me donne 1 présentement de détermination. Il me reste encore 2.
On voit ici que j'ai la possibilité de piocher une carte, donc je me rajoute une carte à ma main, ce qui est bon. Ensuite, ici, je peux faire écrasement. Je vais plutôt faire ici un coup puissant. Donc, on ajoute ici un 1. Je suis rendu à 2 sur ma détermination de 3. On voit que j'ai 2 plus 2 qui me fait 4. Mais on voit ici également que j'ai réussi à compléter mon arme. Donc, c'est 2 armes. Et comme j'ai le symbole de compléter, ça me donne un bonus de plus 1. Donc, je suis rendu présentement à 5. On sait que lui a 5, mais à cause de ce symbole-ci, il est rendu à 6. Il faut que j'aille le même nombre ou égal. Donc, il m'en manque un ici pour compléter. Est-ce que je suis en mesure de compléter quelque chose? Alors, on va tout simplement mettre ça ici, qui est le courant marin. On voit que ça ne complète pas ici mon arme. C'est plutôt ici un sort plus qu'un arme, puisqu'on parle ici de contrôle des eaux. Et on voit que le symbole est différent. Donc j'ai 2 types de symboles qui vont pouvoir apparaître pour faire des bonifications. Mais c'est suffisant, ça me donne un plus 1. Donc j'ai suffisamment pour me dompter le cerbère. Par contre, j'ai une condition supplémentaire. Je dois dévoiler une carte avec un de ces symboles-ci ou défausser une carte si je ne l'ai pas. Donc ici, j'ai une carte avec mon fameux coup rapide qui me donne une flamme. À ce moment-là, ça ici, ça peut être défaussé. Donc je vais mettre ça ici dans une défausse. Et je vais avoir donc complété cette quête-ci. On regarde qu'est-ce que ça me donne au niveau. Donc ça me donne un étincelle, 5 points de victoire. Et je peux aller récupérer un personnage donc, qui serait aux enfers. J'en ai pas présentement. Donc on va prendre nos 5 points de victoire. Et on débloque une étincelle. Étincelle, donc je prends mon plateau de joueur ici et je décide de qu'est-ce que je vais débloquer. Donc je pourrais décider d'aller débloquer ici ce symbole-ci puisque j'ai le trident qui apparaît. C'est probablement très intéressant. Et j'ai le prophète qui va pouvoir être débloqué. À ce moment-là, je mets ça sur ma piste qui est la plus... Ici, ma piste d'étincelle. Donc, le symbole le plus à gauche. Et on voit ici que ça me fait monter de 1 sur cette track-ci. Donc, la piste ici de bonté qui, éventuellement, lors de mes constructions de technologie, me permettra de faire des bonus. Donc, on va défausser cette carte-ci. Sachant qu'à la fin des tours, on va tout simplement toujours regarnir, donc tasser. On va toujours enlever la carte la plus à droite et regarnir de 3 quêtes. Donc, fini, pas fini, on change la carte éventuellement. On va ici maintenant au présage. Donc les présages, ça me permet d'aller consulter l'oracle. L'oracle me permet ici d'aller faire des choses intéressantes. Donc me permet d'aller augmenter sur ma piste de bonté qu'on a vue. Me permet d'aller récupérer une prière. Les prières, on ne les a pas vues encore. Mais éventuellement, lorsqu'on fera des actions, donc si je vais visiter le monde des mortels, à chaque fois que je vais me rendre sur un emplacement, je vais rajouter des prières. Donc, dans le cas présent, ici, si je mets un personnage ici, je rajoute 4 prières et on va mettre ça dans le puits des prières qui sont ici. Mais si je dépasse 9, je vais devoir sacrifier un personnage qui est ici. Donc, c'est un des fidèles. On a un emplacement ici pour mettre nos fidèles. Nos fidèles nous permettront d'aller éventuellement les utiliser pour construire des technologies. Puisqu'on est dans un monde parallèle un peu entre... donc, c'est un steampunk un peu... mais à la sauce antique de la Grèce, donc c'est intéressant. Et si jamais je pose une 14e prière, je vais devoir enlever un bâtiment. Donc les bâtiments sont ici. Mais celui qui est en avant sur la piste de grandeur, donc ça peut être une stratégie également. Et à ce moment-là, on va enlever les prières au complet, on va recommencer. Donc, c'est de là ici qu'on prend les prières. On va toujours les prendre du puits et non pas de la réserve. Il faut avant qu'on soit capable de les récupérer de là. Donc, ce que ça dit ici, si je vais là, je vais pouvoir récupérer une prière et mettre ça ici dans ma réserve à moi, puisque c'est des ressources que je pourrais utiliser. C'est un autre type de ressources. Et ici, ça me permet d'aller récupérer des fameux fidèles que je vais mettre dans ma réserve pour pouvoir faire mes actions. 2 actions possibles ici, j'ai le présage et j'ai la prémonition. Au début de partie, on part tous avec une prémonition. Les prémonitions sont des espèces de side quests, donc qui vont nous permettre de faire des bonus. On voit ici que pour ma side quest que j'ai ici en partant, je devais être chez l'oracle et réaliser l'action ici prémonition en compagnie avec un prophète. Donc, si j'ai utilisé mon prophète pour me rendre ici, à ce moment-là, je vais pouvoir compléter cette quête-ci. Je vais la défausser et je vais aller récupérer ici 2 prières que je vais prendre et que je vais mettre dans ma réserve. Donc, ça peut être des points de victoire, ça peut être différents types.
Et à ce moment-là, je vais défausser et on va pouvoir la récupérer. Parce que si je m'en vais ici faire une prémonition, ce que ça dit, c'est que je récupère une autre carte que je mets de côté. On garde ça face cachée pour ne pas le montrer à nos adversaires. Et ça me permet également de monter de 1 point de victoire si je vais faire cette action-ci. Par contre, on voit ici que si je fais le présage, c'est ce qui va me protéger contre éventuellement les fameux primordiaux qui vont apparaître. À ce moment-là, ici, je dois défausser une carte conflit que j'ai en main. Je dois également défausser, sacrifier un de mes fidèles. Et ça me permettra donc de mettre ma carte ici. Et à chaque fois qu'on va utiliser des actions qui vont nous apparaître sur le plateau, donc on va prendre un des marqueurs qu'on a et on va le positionner sur le jeu. Donc dans le cas présent, il me restait 2 cartes et je dois absolument mettre des symboles différents. Donc si je mets ici mon coup rapide, on se rappelle que j'avais le symbole du feu. Donc je vais mettre ça ici pour dire que c'est moi qui l'ai. Les autres qui vont essayer de mettre une carte vont devoir mettre une carte avec un symbole différent pour pouvoir être capable de rajouter les présages. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir aller voir si je suis capable de défausser également un fidèle. Je vais pouvoir aller voir qu'est-ce qui s'en vient lors de le fameux fin de deuxième tour. Donc, c'est Ouranos qui va faire son apparition. Je vais mettre ça de côté et je ne serai pas affecté par l'arrivée de ce personnage-ci sur le plateau. Donc, c'est assez puissant. On a 2 tours pour y aller, se protéger à ce niveau-ci. C'est pour l'action avec l'oracle. Ensuite, on a la fameuse atelier qui est ici. Donc l'atelier est un peu lié avec l'Olympe, puisque à l'Olympe ici, on a la possibilité d'aller récupérer des plans. Donc si je réussis à me rendre, je peux prendre mon dieu ici. Mon dieu ne me coûte pas de fameux cristaux pour me déplacer. Alors je peux décider d'y aller, donc soit ici, aller récupérer une prière qu'on a ici, soit ici, aller récupérer un cristal qui éventuellement sera mes monnaies pour être capable de déployer mes différents personnages. Ou ici, j'ai la progression, donc je pourrais m'en aller ici, décider de prendre la première place pour le prochain tour. J'aurai le premier choix sur les piliers. Et là, il ne faut pas oublier que lorsqu'on a commencé la partie, on avait nos fameuses cartes. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va pouvoir les jouer. Donc, je pourrais directement la jouer mon pilier en même temps. Donc, je peux gagner un personnage. Là, on voit ici que j'en ai un débloqué. Pour être capable de le gagner, il faut qu'il soit capable d'être débloqué. Dans le cas présent, on voit que j'ai enlevé l'étincelle qui est en avant. Donc, je peux récupérer ce personnage-ci. Donc, ça, c'est bien. Et je gagne également ce qu'on appelle ici un lieu. Et ça me permet éventuellement, lorsque je vais utiliser mes fameux jetons, combiner ce jeton-ci avec un jeton de lieu et me déplacer n'importe où sur le plateau. Donc, ça permet à mes combattants et mes prophètes d'avoir plus de liberté dans leur mouvement. Alors, ça aussi, c'est assez important de mettre ça de côté lorsqu'on est capable d'en prendre. Là, tous les autres joueurs, à ce moment-là, vont gagner le bonus qui est ici, soit une prière et un échelon sur l'échelle de bonté. Donc, à ce moment-là, je vais retourner la carte ici pour dire que je l'ai utilisée. Et à la fin du tour, ça va être défaussé. On recommencera avec de nouveaux piliers. Ensuite, lorsque je suis ici, donc je peux effectuer, prendre un plan. Donc ici, on a les plans. Ce qui sont un peu les technologies et l'arbre de technologie qu'on peut faire. Donc on a ça ici en résumé dans notre petit livret. Donc toute la science, tout le social, toute la culture, le militaire et l'architecture. Donc c'est toutes des constructions qu'on peut faire. À ce moment-là, prendre un plan, ce que ça dit, je pourrais dire, bon, je vais prendre l'agora moderne, je vais faire de l'architecture. On a un côté, c'est du côté plan. De l'autre côté, c'est du côté réalisation. Donc, lorsque je prends un plan, on voit ici que je vais le mettre dans l'atelier. Donc, c'est du côté plan. Je mets ça ici. Et pour la construire, on a les coûts ici. Donc, ça va me coûter 3 fidèles et 2 cristaux pour être capable de la construire. À ce moment-là, si je réussis à la payer, on va l'envoyer ici du côté usine. Et éventuellement, lorsqu'on va la sortir de l'usine, lorsqu'on la met du côté usine, on la met de ce côté-ci. Et lorsqu'on va réussir à la sortir, on va pouvoir faire des points de victoire qui sont ici, mais également des bonus qui vont avec. Et on va la mettre sur notre plateau de joueurs. On a 2 emplacements ici. Et c'est pas fini, parce qu'après ça, il va falloir que je me rende dans le monde des mortels. Et lorsque j'aurai récupéré ici, je vais pouvoir me rendre ici et faire un déploiement. Donc on a ici déployé.
et on va aller porter ça dans un des emplacements pour là effectivement faire les bonus. Donc c'est pas facile de faire de la technologie. Il y a des secteurs qui sont plus rapides que d'autres, c'est probablement le maillon lent de la progression. Donc on doit faire l'atelier, l'usine, on met ça dans notre plateau, ensuite on va le déployer dans le continent, donc c'est pas facile mais c'est très payant. Éventuellement, lorsqu'on va l'installer, on va juste marquer un marqueur comme quoi ça appartient à Poséidon. Donc l'aspect intéressant, c'est que tout le monde va utiliser le même secteur d'usine. Alors si quelqu'un d'autre vient positionner un autre marqueur, on va tout simplement le tasser, il y a un autre qui va apparaître. Là, ça vient de réduire mon coût de 1, soit de n'importe quelle ressource, donc ça me descend le coût pour le faire. S'il y en a un autre qui vient placer un autre marqueur, on va le tasser comme ça, donc ça vient réduire mon coût de 2 ici. Et s'il y a éventuellement un autre qui va placer un jeton, ben, on va directement l'envoyer là gratuitement. Alors c'est la même chose ici, si je me rends ici, je peux produire, et si je vais produire, ce que ça fait, c'est qu'on va descendre des marqueurs, et lorsqu'il va sortir ici, on va pouvoir à ce moment-là utiliser, donc récupérer ce fameux jeton-ci que je vais mettre dans ma réserve pour éventuellement être capable d'aller le porter et marquer des points avec. Donc ces deux-là sont connectés ensemble au niveau de la production. Ici on voit que tout le monde peut y aller et il n'y a pas de malus, peu importe qui y va. Ici on a 3 emplacements et si on n'a pas de place, on perd un point de victoire, donc il faut faire attention. Et ce qu'on peut faire, on peut convertir finalement les primaires. Donc tout ce qu'on va avoir amassé ici comme jetons de prière, on peut aller les échanger contre différents bonus. Et on peut les combiner, donc on peut faire 3 et 2 pour un 5, on peut vraiment regarder comment on veut les dépenser. Donc c'est la façon d'aller monnayer les prières qu'on aura récupérées en allant ici à l'Olympe. Et finalement, ben, si on va se positionner sur le monde des mortels, on a différents emplacements, comme on a dit, à chaque fois qu'on va se rendre là, on va ajouter des fameuses prières ici dans le puits des prières. On a à gérer ici selon le nombre qu'on va avoir. Ensuite, on va pouvoir déterminer si on va influencer ou si on va déployer. Alors, lorsqu'on arrive dans la ville, donc si on va à Sparte ici, on voit que ça a une prédominance sur le militaire, bien sûr. Le nombre de bontés qu'on va pouvoir récupérer, militaire, conflit égale bonté, pas vraiment. Mais on peut aller chercher des fidèles ou une action donc, différente. Donc, on a une barre ici, donc c'est un ou l'autre. Et donc, à ce moment-là, on peut soit influencer au niveau de la ville, ou soit déployer. Déployer, c'est prendre une donnée de technologie et de l'installer sur la ville. On voit qu'on a des icônes ici, on va essayer de les mettre dans les mêmes endroits, donc idéalement, ce serait de le mettre ici, puisque si je le mets dans un secteur ici où c'est de l'architecture, ben éventuellement, ça me donnera une bonification. Lorsque j'irai ici, je vais avoir une bonification de 1 si j'ai les mêmes icônes. Également, on voit qu'on a des connexions ici, donc si je mets un secteur ici, ou c'est un autre joueur, mais un secteur qui est ici, il y aura des points de victoire qui vont s'additionner. Donc on dit on a 3 points de victoire par chaîne à l'Agora moderne. Donc si on voit ici par l'eau, je peux aller connecter jusqu'ici. Donc ça me fait des points de victoire supplémentaires. Donc on a un beau engine building à faire avec les différents bâtiments. Et il y a une interaction entre les bâtiments des autres, les technologies des autres adversaires également. Donc, même si mon adversaire est ici, lui ici va bénéficier d'une moindre mesure, mais il va pouvoir marquer des points par rapport à la déconnexion des différentes technologies. Peut-être un dernier élément qu'on n'a pas parlé, c'est lorsqu'on fait un combat entre joueurs. Puisque lorsqu'on va déployer une technologie, une des particularités, on peut également contester ce positionnement-là. Donc, lorsque un personnage va faire ici un déploiement, il peut, n'importe qui a un personnage qui n'a pas été utilisé peut contester et rentrer en conflit avec lui. À ce moment-là, il y a un combat qui va se faire et chacun des personnages donc va récupérer un jeton qui, ici, arrêter ou continuer. À ce moment-là, on va jouer des cartes de la même façon qu'un combat que je vous ai montré, mais on va les jouer une après l'autre et on va toujours positionner le marqueur en même temps, savoir si on continue ou pas le combat. Donc, si on arrête, on va récupérer la carte qu'on en met, on va arrêter de jouer. Et si on continue, on va continuer à mettre des cartes. Sachant que le défenseur est toujours priorité lorsqu'il y a un combat, c'est lui qui gagne les égalités. Une belle façon donc d'interagir entre les joueurs au niveau de la partie. Alors, c'est ce qui m'a fait à ma brève présentation de ce magnifique jeu de plateau. Grandiose, grand déploiement, thématique très forte. J'aime beaucoup.
Il y a beaucoup de possibilités dans le jeu. On parle d'un solide placement d'ouvriers avec la possibilité donc d'avoir une planification d'action également qui va faire en sorte qu'il va ajouter une deuxième couche de complexité au placement d'ouvriers. Ça, j'aime beaucoup. La thématique est très forte, très omniprésente. On a affaire ici avec un environnement qu'on connaît bien avec la Grèce antique, mais avec une sauce un peu moderne, avec les différentes technologies et apporter ça au peuple. Donc ça aussi, ça fonctionne très bien. On a une très belle interaction entre les joueurs puisqu'on va se battre pour prendre des positions sur différents secteurs. On va essayer d'avoir un privilège là-dessus. On va également avoir des possibilités de conflit entre les différents personnages. On a également des sagas qui vont être faites par plusieurs personnes, donc ça c'est bien. On a également donc des factions très asymétriques, donc tous les personnages ont vraiment des possibilités d'être joués vraiment de façon très différente. Les bonus qu'on va retourner après chaque amélioration, ça aussi c'est très bien. Donc lorsqu'on a complété, on va tourner ici notre trident, donc je viens de construire. Et là, la première fois que je prends une carte, je peux jouer dans un combat, elle me coûte -1 lorsque je vais me combattre. Donc on voit que ça améliore grandement mon combat et ça c'est un pouvoir permanent qui va rester au personnage. On va essayer donc de les débloquer autant que possible tous. Si on réussit à le faire, c'est une victoire instantanée. Je n'ai pas parlé également des bâtiments, mais les bâtiments nous permettent d'aller éventuellement construire des bâtiments pour débloquer nos fameux emplacements, mais également pour avoir des bonifications lorsqu'on va arriver sur les lieux. Bref, il y a énormément de choses de très positives dans ce jeu-ci. J'aime beaucoup ce que j'ai vu. Je peux dire que c'est un excellent placement d'ouvrier qui a quand même son originalité, sa particularité. Il a sa place dans une ludothèque. Même, je vous dirais que je peux le comparer aisément à un Anachronie. D'ailleurs, les deux boîtes sont de même grandeur. C'est deux jeux costauds, deux solides placements d'ouvriers. Thématiques très différentes, mais celui-ci fonctionne bien et il est très facile d'approche dans le sens qu'on connaît un peu l'environnement. Bref, j'ai été intimidé, mais j'ai été également agréablement surpris. Donc, très belle découverte. Hâte de découvrir le solo et le coop. C'est le seul aspect que j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Donc, Damien, lorsque tu as ça, envoie-moi ça. Ça va me faire plaisir de le découvrir et de vous le faire découvrir éventuellement. Donc, belle campagne. Je mets en lien la description, le lien pour aller consulter la campagne. Je vais suivre ça de près. Et je vous donne plus de détails dans mes vidéos du samedi matin pour l'évolution de la campagne Kickstarter avec Ibris et le Cosmos désordonné. Donc vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.